Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast The French Working Mom. Ce podcast s'adresse à toutes les mères ou celles qui souhaitent le devenir et à tous les pères qui cherchent à créer un nouvel équilibre entre carrière et paternité. The French Working Mom, ce sont toutes ces femmes qui gèrent leur carrière et qui voient leur vie chamboulée par leur nouveau rôle de mère. Qu'elles aient un enfant ou plusieurs, qu'elles luttent pour en avoir un, qu'elles aient un enfant malade ou handicapé, qu'elles soient en couple ou maman solo. Dans ce podcast, on parle de la vie, des multiples vies des mères qui travaillent, les working moms, de l'envie de s'investir dans son travail, sa maternité, son couple, sa vie sociale et de la difficulté de tout gérer. Comment font-elles pour allier ces rôles ? Comment trouver le fameux équilibre pour être satisfaite de la vie qu'elles mènent ? Ce podcast met en avant des working moms de tous horizons qui racontent et expliquent comment elles ont défini leur propre façon de vivre leur maternité. Je suis Myriam Levins, coach parental, la créatrice de ce podcast. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Émilie. Alors Émilie n'est pas une femme comme les autres. Déjà adolescente, elle voulait être pilote de chasse. Finalement, elle choisira des études d'ingénieur. Au cours de ses 18 années de carrière, elle connaît le grand groupe, l'entreprise libérée, l'intrapreneuriat, jusqu'à devenir directrice de l'innovation dans une structure de service public pour les transports. Avec la période de confinement que nous vivons tous, elle nous parle de son métier et du rôle majeur qu'auront les transports pour réussir la phase de déconfinement. Mais surtout, nous parlons de son parcours, de la maternité et des inspirations qu'elle a eues pour devenir pleinement elle-même. Elle nous parle de réseau, de la nécessité de se rendre visible et d'oser travailler pour soi, mais aussi de la possibilité de rester simplement soi-même. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son témoignage. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Émilie, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie et également comment est composé ton foyer ? Alors, je m'appelle Émilie Butel, j'ai 42 ans, je suis directrice de l'innovation au Citral, qui est un syndicat de transport collectif pour le Rhône, le département du Rhône et l'agglomération de Lyon. Pour ce qui concerne mon foyer, je vis maritalement et j'ai 2 enfants qui s'appellent Mathéo et Jules et qui ont respectivement 4 ans et 8 mois. Tu es dans le monde du transport. Aujourd'hui, je t'interviewe dans une situation assez particulière puisqu'on est en pleine période de confinement. Alors, à ton poste de direction de l'innovation, est-ce que tu peux nous expliquer déjà en temps normal ce que tu fais ? Et puis, du coup, au vu de la crise actuelle qui se dessine aussi pour le monde des transports ou en tout cas dans ton environnement professionnel, en quoi ça bouleverse les choses ? Alors, le sens de l'innovation, déjà, au sein du Citral, le sens qu'on lui a donné, c'est vraiment tout ce qu'on n'aurait jamais fait et qui pourrait apporter de la valeur ajoutée à nos clients finaux, qui sont nos usagers, les usagers de nos transports collectifs. Ce qui permet de positionner ces innovations dans tous les domaines, que ce soit social, sociétal, technologique. Ça peut être, alors je vais donner des exemples peut-être pour que ça soit plus parlant, mais par exemple mettre en place la descente à la demande dans un transport collectif type bus pendant les horaires de nuit pour permettre de descendre entre 2 arrêts au plus près de là où on se rend et avoir un meilleur sentiment de sécurité dans son déplacement. Ça, c'est une innovation. C'est quelque chose qui, pour d'autres réseaux, existe peut-être depuis de nombreuses années, mais qui, pour nous, a été une innovation. Ça peut être asservir la fermeture de porte d'un métro automatique, nombre de passagers qui sont sur le quai. Donc là, on arrive dans quelque chose de beaucoup plus technologique et beaucoup plus système.
Donc c'est assez large et c'est ce qui me plaît. Et puis après, pour répondre à ta question là, sur la situation particulière qu'on est en train de vivre sur le confinement et puis sur le jour d'après, parce qu'on n'est pas encore au jour d'après-demain, mais sur la projection déjà juste d'un déconfinement progressif qui va commencer à partir du 11 mai, il est clair qu'on est en période de crise dans les transports collectifs. Aujourd'hui, nous, à Lyon, on a 50% à peu près de l'offre qui est garantie pour nos usagers, c'est-à-dire qu'on a baissé de 50% la voilure des transports collectifs pour une quantité d'usagers qui a baissé de 90%, pour permettre de leur assurer un certain niveau de service quand même, qui leur permettent d'avoir encore de l'intérêt à prendre des transports collectifs et pas à reprendre leur voiture, par exemple, ou simplement ne plus avoir de possibilité de se déplacer pour ceux qui sont complètement dépendants. Et là où mon poste est encore plus passionnant, c'est qu'aujourd'hui, l'innovation est au cœur des solutions qui pourraient répondre aux besoins du déconfinement et même de l'actualité. Typiquement, il y a un sujet qui est assez prégnant dans l'innovation depuis quelque temps, qui est le nudge. C'est basé sur les sciences comportementales et c'est tout le travail qu'on peut faire pour essayer d'inciter les usagers à avoir des comportements vertueux. Il y a énormément de réflexions qui sont menées dans ce domaine-là pour tous les opérateurs de transport collectif. Et donc, toute la gestion de la distanciation sociale, c'est quelque chose qui est important à pouvoir rappeler aux gens et à pouvoir les inciter vraiment à respecter ce genre de comportement pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse retrouver, on l'espère, des transports collectifs à terme qui ne seront plus dans une notion de distanciation sociale et qui soient fonctionnels. Effectivement, je pense qu'il y a un gros enjeu là-dessus. Du coup, moi, je suis en Île-de-France et déjà, les premières images qu'on a de cette semaine de la ligne B, par exemple, c'est très compliqué de faire respecter la distanciation sociale. Et puis, je pense que chacun a une vision très propre du niveau de risque encouru et du coup des mesures à prendre pour se protéger ou protéger les autres. Et c'est peut-être sur cette partie-là que ça va être le plus compliqué, effectivement, au-delà de la partie technique. Alors on a surtout la situation actuelle avec la nécessité de distanciation sociale, où je dirais, nous, côté lyonnais, on a un certain confort, parce qu'avec 50% d'offres et 10% d'usagers, on n'a pas trop de mal physiquement à la garantir. Par contre, pour que nos transports collectifs continuent à avoir du sens, dans une période de déconfinement progressif ou à l'issue du déconfinement, s'il y a encore des mesures, si le virus est encore présent, et le virus sera encore présent, on le sait, c'est de rapporter de l'attractivité à nos transports, que nos usagers soient rassurés, qu'ils sachent qu'on leur garantisse en fait les conditions de transport qui garantissent leur sécurité sanitaire et qu'ils puissent les réutiliser sans qu'il y ait un report massif vers la voiture, le véhicule individuel en général. On va travailler aussi beaucoup, nous, avec tout ce qui est mobilité cyclable, pour essayer de travailler une complémentarité avec la métropole de Lyon qui s'occupe de cette mobilité-là, pour que sur les reports qu'il y aura, il puisse y avoir un maximum de reports de nos réseaux vers le vélo plus que vers la voiture individuelle. Ah, c'est super. Alors du coup, si tu es dans ce podcast aujourd'hui, c'est aussi et surtout pour parler de ton parcours personnel. Donc bien avant de devenir directrice de l'innovation, tu as fait une école d'ingénieur, l'INSA. Qu'est-ce qui t'a incité à faire cette carrière-là ? Alors c'est un petit peu particulier puisque je ne m'étais pas destinée à cette carrière-là. J'avais une forte volonté quand j'étais adolescente de devenir pilote de chasse. Et à l'époque, quand j'étais encore au lycée, c'était d'ailleurs même pas possible puisque la chasse était réservée aux hommes. Et j'ai eu la chance, à l'aube de mes 17 ans, j'avais un an d'avance à l'école, que la chasse soit ouverte aux femmes et qu'une première femme rentre à l'école du pilote de chasse, qui est à Salon-de-Provence. Et donc, j'ai voulu orienter mon bac et la poursuite de mes études là-dedans. Malheureusement, ça s'est joué à pas grand-chose, mais je n'ai pas réussi à rentrer dans une prépa intégrée militaire qui m'aurait donné les meilleures chances d'y arriver. Et du coup, j'ai complètement basculé dans une autre perspective. Je voulais
devenir pilote par moi-même. Donc, ce qui me paraissait économiquement le plus viable, c'était de partir en Amérique du Nord et au Canada en particulier pour devenir pilote. Et pour ça, il fallait mettre de l'argent de côté. Donc, mon objectif, c'était de faire des études courtes et d'avoir vite un travail pour gagner de l'argent et pour faire ça. J'ai heureusement été un peu appuyée par mes parents dans cette vision-là. Et puis, j'ai raccourci mes études. Je suis passée de bac S avec des très bons résultats scolaires à BTS d'électronique pour travailler le plus vite possible. Et puis, en fait, de fil en aiguille, je suis partie faire un stage au Canada après mes études, après mon BTS, pour commencer à travailler là-bas, pour m'implanter et devenir pilote. Et puis, mon tuteur de stage m'a renvoyée à l'école à coups de pied aux fesses, gentiment, en me disant que si j'étais ingénieure, je gagnerais mieux ma vie et que j'économiserais plus vite pour devenir pilote. Et qu'a priori, j'en avais les compétences, j'avais les capacités de le faire. Et donc, je suis retournée à l'école et j'ai postulé à l'INSA parce que c'était la seule école d'ingénieur que je connaissais bien parce que mon conjoint actuel était déjà mon petit copain à l'époque et il était à l'INSA. Voilà. Et puis j'ai eu la chance d'y rentrer et ensuite tout s'est déroulé. Et puis quand j'ai commencé à travailler, j'ai aimé mon métier et j'ai changé d'avis sur mes objectifs professionnels. Incroyable. Et pilote de chasse, ça t'est venu d'où? Je pense que j'ai trop regardé Top Gun quand j'étais petite. Un peu comme tous les gens qui veulent devenir pilote de chasse. Et du coup, c'est intéressant ce que tu nous racontes parce que c'est-à-dire que tu as été confrontée assez tôt à la faible représentation de femmes dans un milieu donné, du haut de tes, je ne sais pas, peut-être 16 ou 17 ans. Comment est-ce que tu voyais le fait que c'était un milieu fermé aux femmes au tout départ et puis après il y a eu une ouverture? Comment est-ce que tu as vu ça? Alors, à la fois comme une injustice terrible, à partir du moment où c'était vraiment impossible. Le moment où ça a commencé à devenir possible, c'est devenu quand même possible, mais avec une certaine mesure, parce qu'il faut savoir qu'au début, il y avait des quotas. Il y avait un quota de 10% de femmes seulement. Donc, c'est quand même un peu limité. Et donc, je le vivais à la fois comme une injustice, et puis dès que la brèche a commencé à s'ouvrir, quelque part, j'ai un peu occulté l'injustice parce que je suis restée concentrée sur mon objectif, et du coup, je l'ai vu comme un challenge. Okay. La capacité de montrer aux autres, de montrer aux hommes en question qu'il fallait que nous, on soit encore meilleurs pour pouvoir y arriver. Donc, c'était plutôt excitant, en fait. Est-ce que tu penses que ça t'a nourri pour la suite de ton parcours, y compris quand tu as changé d'objectif professionnel? Clairement, c'est que je suis passée à pas loin et en fait, passer à pas loin, ça veut dire que en y revenant, on peut finir par y arriver. Et donc, je me suis quelque part prouvé à moi-même que c'était pas complètement impossible. Et puis, je crois que finalement, c'était un rêve de gamine et que c'était pas complètement... je suis allée quand même assez loin dans le process. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de connaître à la fois quelqu'un qui a été pilote de chasse, parce qu'ils sont quand même assez tôt à la retraite du pilotage, et à la fois quelqu'un qui est devenu pilote tout court. Et en fait, leur vie, c'est pas ma vie et c'est pas mon rêve. Donc, j'ai pu retrouver mon chemin qui était différent de celui-là. Mais oui, ça m'a donné la niaque, je pense. Et puis, la capacité aussi de me dire que quand on fait quelque chose de différent des autres, c'est pas très grave. Puisque c'est plutôt mieux que moins bien d'être différent. Et du coup, quand tu entres sur le marché du travail, quelle ambition tu as? De quoi tu rêves? Alors déjà, je suis rentrée plusieurs fois sur le marché du travail, du coup, parce qu'après mon BTS, j'étais rentrée sur le marché du travail. Donc, je suis retournée à l'école. Ça n'a pas été instantané. Il a fallu que je travaille un petit peu en intermédiaire. Donc, je suis rentrée sur le marché du travail. Je travaillais chez Photoservice pendant presque une année.
à vendre des photos. Donc ça n'avait rien à voir ni avec mes objectifs, ni avec ma formation. C'était alimentaire. Mais ça a été important pour moi, je pense, en expérience personnelle, en tant qu'expérience personnelle. Puis ensuite, je suis rentrée dans le monde du travail en tant qu'ingénieure. Et là, explosion de la bulle Internet, première crise. Ouais. Et donc, quelqu'un qui avait un BTS, qui avait un bac+2, qui était très employable, que j'étais, qui avait repris des études et qui se retrouvait ingénieur surdiplômé, qui ne trouve pas de travail parce que j'ai mis plus de 6 mois à trouver un job. Ça a été une deuxième claque, du coup, un petit peu dur à avaler. Et j'avoue que ça m'a beaucoup bousculée d'avoir autant de difficultés à chercher du travail. Donc, mon entrée dans le monde du travail cette deuxième fois, mon objectif, c'était de trouver un job qui me permettrait de gagner de l'argent pour économiser, pour devenir un jour pilote. J'étais encore dans cet objectif-là au début. Et en même temps, comme j'avais de l'appétence pour ce que je faisais, j'étais quand même assez sélective aussi sur les postes que je chassais, même si j'ai chassé très large. Je restais quand même sur des choses qui me plaisaient parce que j'avais de la conscience profonde qu'il fallait quand même que ça soit un minimum intéressant au quotidien. Donc il y avait ces deux choses en ligne de mire. Il n'y avait pas d'objectif de développement professionnel dans les postes que je commençais à chasser et dans mon premier poste quand j'ai commencé à travailler comme ingénieur. C'est venu après. C'était simplement d'avoir un job qui t'intéresse au quotidien, en fait. C'est ça. Ouais. Quand tu trouves ton premier emploi en tant qu'ingénieur, tu intègres un grand groupe de la construction, plutôt un grand bureau d'études de la construction. Et du coup, tu y passes 14 ans et tu évolues de poste en poste jusqu'à devenir chef de projet senior. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette période de ta vie, du coup, cette période où tu as été ton mindset de working girl, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, comment tu as évolué? Alors j'ai commencé, justement, ce qui les a intéressés dans mon profil, c'est que j'étais à la fois technicienne et ingénieur. Et du coup, ça m'a permis de commencer sur le terrain, de faire... donc c'était un bureau d'ingénierie, hein, donc je faisais de la maîtrise d'œuvre, suivi de travaux. Donc d'aller sur le terrain, de suivre des travaux, de comprendre du coup un peu comment tout ça s'imbriquait et techniquement comment ça se déroulait pour avoir les mains dedans et être plus à même ensuite d'être capable de rédiger des cahiers des charges ou de faire des études sur le matériel et sur le type de travaux qu'on voulait faire. Donc ça, c'était à la fois c'était intéressant parce que c'était nouveau, il y avait tout à apprendre. Après, c'était dans un domaine très autoroutier qui ne correspondait pas vraiment, dans le sens où j'ai toujours été urbaine, utilisatrice de transports en commun plus que de voiture. Et il y avait, j'arrivais pas en fait complètement à le qualifier, mais il y avait quelque chose qui me plaisait pas forcément complètement dans ce que je faisais. Et puis il y a beaucoup de choses du contexte. Il y a beaucoup d'éléments contextuels qui sont difficiles à comprendre quand on commence à travailler directement en bureau d'études et en maîtrise d'œuvre en particulier. Donc voilà, tout ça a été assez confus. Il m'a fallu un peu de temps pour digérer les informations et comprendre un peu mon rôle et puis les responsabilités qui nous incombaient dans tout ça. Puis ensuite, j'ai eu de la chance d'être mutée. Alors, j'ai commencé pas à Lyon, alors que j'étais déjà lyonnaise et j'étais déjà en couple. Donc, j'étais déjà délocalisée de ma vie de couple à la semaine. Je rentrais le week-end. Et puis, j'ai eu la chance d'obtenir une mutation pour revenir sur Lyon au bout de 2 ans et demi. Et là, d'intégrer une équipe beaucoup plus grosse avec des thématiques un peu plus variées. Pas mono, client, autoroutier, voilà, un peu plus large. Et puis l'occasion de travailler sur un projet qui, certes, était autoroutier, mais qui avait une grosse ambition, qui était un projet innovant, qui était un projet de voie bus sur une autoroute. Sur une bande d'arrêt d'urgence d'autoroute en entrée de Grenoble, qui m'a énormément plu et qui a en fait orienté tout le reste de ma carrière finalement sur d'abord la thématique qui était celle-ci, qui était
ce qu'on appelle la gestion dynamique de voie, l'utilisation dynamique de l'espace circulé pour le rendre un peu plus adapté au fur et à mesure de la journée ou de la semaine ou de l'année, enfin en fonction du temps, aux besoins qui sont réellement aux besoins réels. Et en fait, c'était un projet innovant et finalement, je me suis rendu compte au fur et à mesure, peut-être aussi par hasard, j'ai fini par comprendre que c'était plus le côté innovant et créatif du sujet qui m'avait intéressée que le cœur du sujet lui-même. C'était son caractère innovant en fait qui créait cette appétence. Elle est double quand même parce qu'il y avait le fait d'aller mettre du transport collectif sur la bonne vieille autoroute qui sert à transporter des voitures individuelles normalement, à faire passer des voitures individuelles. Donc c'était voilà, ce petit côté décalé qu'il y a en moi que tu m'as fait exprimer tout à l'heure sur ce début je ne peux même pas dire de carrière, mais déjà ces études un peu qui semblent de bric et de broc avec un objectif un peu différent, quoi. J'aime bien me positionner comme quelqu'un de singulier parce que je pense que je le porte en moi comme plus une qualité que quelque chose de quoi être fier. Et puis petit à petit, oui, tu as trouvé... Et donc petit à petit, dans l'évolution dans cette première société où effectivement j'ai passé quand même pas mal de temps, cette singularité, cette spécificité sur ce sujet-là de la gestion dynamique de voie, d'abord c'est devenu un peu ma petite casquette. Et puis effectivement, je suis montée un peu classiquement, je pense, comme tout jeune ingénieur qui rentre dans un gros bureau d'études, dans un bureau d'études d'un grand groupe, qui évolue de ingénieur d'études à ingénieur d'affaires, chef de projet senior, voilà, des projets de plus en plus gros, de plus en plus complexes, avec de plus en plus d'intervenants. Et puis éventuellement, parfois, quelques situations de management qui se présentent, soit sur du management de projet, où si on est sur un projet complexe, on commence à avoir des équipes avec un panel de compétences variées. Et puis une consistance plus ou moins importante. Et puis, ou alors ça peut être sur plutôt carrément une activité ou un morceau d'activité qu'on nous confie. Et là, c'était le cas sur un sujet un peu télécom, où j'ai eu une équipe assez sympa à manager pendant quelques temps. Voilà. Et tu suis cette évolution de poste jusqu'à finir par être en ligne directe avec la direction générale. Alors à partir de ce moment-là, ça donne un autre tournant aussi à ta carrière et puis à ton quotidien professionnel. Comment ça se passe pour toi? Alors après c'est une période particulière, mais c'est pas une ascension par rapport à ce que j'expliquais juste avant, qui est un peu le parcours classique. Le saut vers cette confrontation ou cette intégration, ces échanges avec le comité de direction, c'était un CODIR, c'est pas une promotion. Je reste toujours dans un poste de chef de projet senior sans responsabilité hiérarchique clairement établie. D'ailleurs, sur l'équipe dont je parlais tout à l'heure, c'était pas quelque chose de très acté, c'était encore en mode chef de projet. En revanche, on a à ce moment-là, dans la filiale dans laquelle je suis, un process qui se met en place à l'initiative du directeur général qui souhaite libérer l'entreprise, libérer les forces vives de l'entreprise et il est sur un process en fait de changement. Alors lui, il n'a pas voulu le qualifier comme changement d'organisation, mais l'idée c'était quand même d'arriver à un organigramme assez plat et de revoir vraiment tous les modes de fonctionnement dans l'entreprise pour donner un maximum de responsabilité et de liberté aux salariés. Donc dans ce process un peu particulier, commence à se mettre en place des groupes de travail des salariés eux-mêmes. Et comme assez vite, il y a beaucoup de groupes de travail, on monte ce qu'on appelle un comité de pilotage avec des représentants parmi les animateurs de ces groupes de travail qui viennent rendre compte à la direction et donc au comité de direction. Et assez rapidement, on mixe ce COPIL avec le CODIR. Et chaque réunion de CODIR se fait conjointement avec le comité de pilotage de manière à ce qu'on puisse accélérer le
changement de l'entreprise. Et en fait, ce changement commence à se traduire assez rapidement par un changement d'organisation. Voilà. Donc, ça fait que pendant, en gros, une année, je me retrouve avec d'autres collègues, à peu près à armes égales, en face du CODIR. C'est même pas en face, c'est avec le CODIR. Donc, je sais pas, je sais plus, ça commence à dater, mais on est une dizaine. Ils sont une dizaine, et c'est à peu près leur d'idée. Et du coup, on se réunit avec eux à intervalles réguliers, intervalles de réunion du comité de direction. Donc ça, c'est une période particulière parce que ça me permet de côtoyer ces directeurs presque au quotidien finalement, et puis de commencer à comprendre les rouages du fonctionnement de l'entreprise et puis du fonctionnement du groupe, parce que ce beau projet sur le papier a pas super bien fonctionné, et il se trouve que le retour d'expérience, c'est que quelques temps après, on est revenu à un fonctionnement un peu plus pyramidal, à nouveau, plus cloisonné, plus siloté, comme il était avant. Parce que une filiale dans un groupe ne peut pas faire ça toute seule si elle n'a pas vraiment l'aval du groupe. Et en fait, c'est un process qui doit être très général, et je ne sais pas s'il doit vraiment être verbalisé et organisé comme ça a été fait à l'époque. D'ailleurs, je pense que c'est mieux que ce soit juste un état d'esprit des dirigeants et que ça s'infuse dans le reste de l'organisation, plutôt que affirmer haut et fort et puis beaucoup marketer les choses, et finalement il y a le risque que quand ça ne marche pas, ça produit des dommages importants. Donc voilà, cette période, elle a été grisante, parce que je voyais le CODIR tout le temps et en même temps j'en faisais pas partie, mais ça en donnait quand même un petit peu l'illusion, je pense, en toute honnêteté. Et on se sent important, quoi, à côtoyer des gens importants. Et en même temps, ça m'a permis aussi de voir et de toucher ce que j'avais pas forcément envie de devenir, ce que j'allais pas forcément rechercher dans ma carrière. C'est aussi pendant cette période-là que toi, tu tombes enceinte de ton premier garçon. Alors, avant de parler grossesse, j'aurais aimé parler maternité de façon plus large. La maternité, c'est quelque chose que tu avais en tête depuis longtemps. Et comment à un moment, tu décides de concrétiser justement ces envies de maternité? Est-ce que tu avais des freins, des contraintes? Enfin, comment est-ce que tu voyais les choses avant de te lancer avec ton conjoint dans ce projet bébé? Alors, la maternité, ça avait rien à voir avec le monde professionnel. C'était déjà, sans rapport avec les contraintes professionnelles, c'était déjà quelque chose dans lequel je me projetais pas forcément. J'avais pas la conscience aiguë de vouloir devenir absolument mère un jour, ou en tout cas de donner la vie. Je me projetais éventuellement dans l'idée que peut-être qu'un jour je m'occuperais d'enfants qui ne seraient pas forcément les miens, en adoptant par exemple, dans un espèce de petit délire utopiste qui ne se rendait pas bien compte de ce que ça nécessite de pouvoir adopter un enfant. Voilà, je crois que je me projetais juste pas tellement dans la maternité. Ensuite, il y a eu des moments où je m'y suis un petit peu projetée, mon conjoint moins, puis on a été assez désynchronisés pendant de nombreuses années. À des moments, lui a commencé à avoir envie, mais moi j'avais un peu fait mon deuil, donc il m'a fallu du temps pour... voilà. On se cherchait un peu là-dessus sans vraiment se trouver. Et puis voilà, puis un jour, moi j'ai été malade, j'ai fait une hernie discale cervicale qui m'a handicapée et qui m'a empêchée de travailler pendant quelques mois. Et pendant cet arrêt de travail, j'ai beaucoup réfléchi sur moi-même, je me suis posé plein de questions et je me suis rendu compte que en fait, je me projetais pas dans une maternité, mais qu'au fond de moi, j'en avais en fait profondément envie, mais juste je le regardais pas et je l'admettais pas. Après, il y a une part de ce fait de repousser toujours l'idée de maternité ou d'occulter l'idée qui était par rapport au job que je fais, je vois pas où c'est que je pourrais mettre un gamin. Et dans mon idéal de maternité, justement, il fallait quand même du temps pour s'occuper d'un enfant et c'était juste pas compatible avec mon activité professionnelle pour laquelle je passais trop de temps.
pour avoir le temps libre suffisant pour s'occuper correctement, à mon sens, d'un enfant. Voilà. Et puis un peu comme tout le monde, je crois, un jour je me suis dit que finalement il fallait sauter pour commencer à se demander comment on ouvrait le parachute, pour pouvoir se poser les bonnes questions et arrêter de trouver des excuses de ne pas y aller. Il faut y aller, puis les réponses on les trouve. Donc voilà. Mais je reconnais que oui, professionnellement, le frein, je le ressentais plus comme ça. Je ne le projetais pas sur, si la question sous-jacente est un peu celle-ci, sur le frein d'évolution dans la carrière que pouvait représenter une maternité. C'était plus sur la matérialité du temps. D'accord. Et du coup, tu tombes enceinte à 38 ans. Tu es dans ce groupe dont on parlait. Et là, comment est-ce que tu vis ta grossesse ? Alors, on est juste après, parce qu'en fait, cette période a duré presque un an là, de comité de pilotage. Puis, il y a une organisation qui s'est mise en place, dans laquelle je n'ai pas eu plus de responsabilités que l'organisation précédente. Donc, je suis un peu plus revenue sur un mode de fonctionnement plus classique. J'étais moins en cohabitation avec le CODIR. Pour autant, on était du coup dans un mode de fonctionnement très libre et très responsabilisant. Et donc, finalement, je sentais toujours que j'avais mon mot à dire, comme tout le monde, sur un certain nombre de sujets stratégiques de l'entreprise. Et donc, je suis tombée enceinte à cette période-là où j'avais, entre guillemets, retrouvé un poste normal, mais avec une certaine prise quand même sur le cap que suivait l'entreprise. Et il se trouve que pendant que j'étais enceinte, j'ai été un petit peu... juste au moment où j'allais partir en congé maternité, exactement, notre directeur général a quitté la société. Et donc, on a changé, on a abandonné ce mode de fonctionnement indirectement. Je le savais au moment où c'est arrivé, quoi, qu'on allait faire un petit retour arrière plus ou moins douloureux à ce moment-là. Et donc, ma maternité, ma grossesse dans l'entreprise, je l'ai plutôt vécue bien parce que j'étais à l'aise dans mes baskets, dans un environnement qui me semblait être assez favorable à ce que j'étais en train de construire professionnellement et pour lequel je ne voyais pas que ma grossesse pouvait être un frein. Et c'est en revanche quand je suis revenue de mon congé maternité que là, forcément, il y avait eu des changements un peu profonds dans le fonctionnement qui faisaient que je me suis retrouvée moins en phase avec la route que suivait l'entreprise. Et du coup, concrètement, quand tu reviens, est-ce que tu retrouves ton poste ? Comment est-ce que ça se remodule avec la nouvelle organisation ? Alors, comme j'ai un poste de chef de projet senior, quand je reviens, je retrouve un poste de chef de projet senior. Sur le papier, il n'y a rien qui change. Après, c'est dans le quotidien. Je quitte une organisation dans laquelle on a des responsabilités et des libertés profondes garanties par la direction générale. Pour retrouver une entreprise à la papa qui fonctionne à l'ancienne, avec des managers et leurs précarés, et pas forcément, moi, de sentiment d'identification à ça, quoi. C'est quand on a goûté à la liberté, je pense que c'est d'autant plus difficile de retrouver, un peu comme la situation qu'on vit tous aujourd'hui. Je veux dire, on a l'habitude de circuler librement du jour au lendemain, devoir suivre des règles, même en les comprenant, même en les validant, quoi. Même en ayant la conscience profonde que c'est important de les respecter, c'est difficile. C'est difficile. Voilà. Et quand on sait qu'on peut faire autrement, sans que ce soit mal, c'est là où c'est plus comparable avec la situation actuelle, oui, on a une envie d'ailleurs. Et puis, au bout de 14 ans, dans la même société, c'était pas non plus déconnant de se dire que c'était le moment d'essayer autre chose aussi. Alors là, justement, tu changes d'entreprise, tu t'orientes vers une société de conseil en ingénierie avec une dimension un peu entrepreneuriale puisque tu crées une agence.
Tout à fait. Là où ça devient c'est radicalement différent, et puis c'était le choix. En même temps, c'était le choix le plus risqué en quittant un grand groupe. Il y avait différentes possibilités d'aborder les choses, et en fait, je me rends compte que c'est la plus risquée, entre guillemets, qui m'a attirée. C'était surtout de rejoindre une structure radicalement différente d'un grand groupe, donc une entreprise familiale. Une entreprise familiale avec un rayonnement national, plutôt pas originaire de la région, hein, puisque c'était un groupe qui vient du nord de la France, et qui n'avait pas d'implantation lyonnaise et qui ne faisait pas mon activité. Donc un groupe d'ingénierie, mais dans des domaines un peu distincts du domaine des systèmes et encore plus du domaine des transports et de la mobilité. Et donc l'idée pour eux, c'est à la fois de s'implanter à Lyon et à la fois d'essayer cette nouvelle activité pour eux qui est la mienne. Et donc oui, une dimension entrepreneuriale, enfin quand même avec ses limites, puisque je restais une salariée en CDI. Par contre, il fallait trouver une implantation physique que j'ai choisie très simplement par un espace de coworking en fait, pour rendre les choses flexibles et simples. Mais voilà, créer et puis capitaliser le seul bien que j'avais, c'est-à-dire mon carnet d'adresses et la reconnaissance que pouvaient avoir mes clients du travail que j'avais fait jusque-là. Comme tu dis, tu étais dans un espace de coworking, donc aussi très proche d'entrepreneurs, d'un mode de fonctionnement qui est différent. En termes de conciliation vie pro, vie perso, comment est-ce que les choses évoluent pour toi? Est-ce que tu étais dans le même type de conciliation qu'avant, ou est-ce que tu vois des choses changer? Alors oui, je vois beaucoup de choses changer. C'était pas non plus dans mon poste précédent, il y avait quand même beaucoup de liberté en termes d'horaire de travail, de beaucoup de flexibilité, si parfois il y avait besoin de venir plus tard, ou enfin voilà, travailler à la journée. J'étais pas fliquée sur mes horaires ou quoi que ce soit, donc je me suis jamais sentie prisonnière de ce point de vue-là. Donc en ça, il n'y a pas eu un gros changement. Par contre, ce qui a quand même beaucoup changé les choses, ce que tu viens de dire, c'est de se retrouver dans un environnement, un espace de coworking. Alors moi, j'étais plus dans de l'intrapreneuriat, on va dire. C'est un environnement où il y a exclusivement des gens qui sont dans cette perspective-là. Soit ils font de l'intrapreneuriat, soit ils font de l'entrepreneuriat. C'est beaucoup d'indépendants aussi. Donc beaucoup de gens qui travaillent, qui vont travailler, qui sont contents d'aller travailler parce qu'ils ont choisi ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils ont choisi le lieu où ils travaillent, qui cherchent du coup, on va dire esthétiquement comme atmosphère, finalement on a des points communs puisqu'on a été attirés par le même environnement physique déjà. Et donc il y a beaucoup d'émulation là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont tous en développement de business, donc ils ont cette fibre de l'échange, du réseau, de la machine à café. C'est pas que pour se raconter son week-end, ses vacances et sa soirée ou je ne sais quoi, ou sa vie de famille. C'est aussi pour créer des connexions, des liens dans notre activité au quotidien. Et ça, je découvre ça et je m'y sens super bien, je trouve ça génial et ça me nourrit. Dans ton rôle de mère, dans ta façon d'être, dans ta place de mère, est-ce que ça change des choses? Alors oui, parce que là où j'étais avant dans le grand groupe, finalement les modèles autour de moi de femmes qui ont des enfants ou d'hommes qui ont des enfants, on va dire de parents qu'il y a autour de moi, c'est des gens qui sont très métro, boulot, dodo, qui cloisonnent énormément leur vie pro, leur vie perso, et qui du coup sont ceux qui ont le plus d'horaires réguliers, fixes vis-à-vis de l'entreprise, quoi. Alors que là, j'arrive dans un environnement où voilà, il y a essentiellement des entrepreneurs et où les femmes qui sont là, qui sont des mères, gèrent
leur temps comme elles ont envie. Et pour certaines, de nombreuses d'ailleurs, elles sont devenues entrepreneuses parce que leur vie perso et leur vie pro étaient incompatibles et qu'elles ont décidé de sauter le pas pour se construire un emploi du temps qui leur convienne et pas subir ce qu'on leur impose. C'était une des raisons pour beaucoup d'entre elles. Et en tout cas, on jouit toutes et tous là-dedans d'une certaine liberté d'organisation de notre temps et ça choque jamais personne que au lieu de courir entre midi et deux quand il fait chaud, par exemple, quand c'est la canicule, on décide d'aller courir le matin avant de bosser ensemble. Et puis qu'à midi, au contraire, on mange vite. Enfin, chacun fait sa vie. Personne n'est là pour juger si tu as fait plus d'heures ou moins d'heures. On a tous conscience qu'il y a des moments où on fait des choses formidables en très peu de temps et où il y a des moments où on n'avance pas pendant des jours et des jours. Voilà, on n'est plus sur le comment, on est sur le quoi. On fait les choses et c'est les résultats qui comptent et c'est pas la manière et l'image et voilà, on est beaucoup plus libre en fait dans le quotidien et ça c'est cette liberté, elle se ressent après aussi dans la vie perso et dans la relation avec les enfants. Ouais. On organise naturellement son temps en fonction des différentes contraintes, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et on essaie juste d'adapter les choses. Ouais. Tu t'es sentie plus sereine à ce moment-là, dans ta relation avec les enfants? Ouais. Complètement. Ouais. Et du coup, par la suite, tu as l'opportunité de devenir directrice de l'innovation chez Citral, qui est un acteur du ferroviaire. Tu expliquais tout à l'heure ton activité. Et là, tu tombes enceinte de ton deuxième enfant. Oui. Alors là, c'est un peu particulier parce que pour le coup, je signe un nouveau contrat pour démarrer le poste en janvier au Citral et je découvre dans la foulée quasiment que je suis enceinte. Donc je démarre une période d'essai en étant enceinte. J'annonce ma grossesse tout de suite dès qu'elle elle semble viable, parce que j'ai même pas attendu les 3 mois pour le dire, vu les enjeux qu'il y avait derrière. Il y avait des grosses attentes sur un poste avec un rattachement à une élue, avec l'échéance des élections municipales, dont on sait qu'elles sont un peu bousculées aujourd'hui, mais il y a une période de réserve électorale avant des élections municipales. Donc en gros, à partir du mois de septembre de l'année dernière, il n'y avait plus de nouveaux projets qui pouvaient se créer. Donc il fallait être super efficace et produire des choses touchy entre janvier et septembre. Et en découvrant ma grossesse, j'ai accouché le 7 août. Donc déjà, c'était plus septembre, c'était août, et puis c'était juillet. Et voilà, donc même si l'été, il ne se passe pas forcément des choses toujours énormes, chaque jour enlevé, c'est énorme. Donc ça rajoutait un challenge sur le poste. Voilà. Puis c'est pas facile de démarrer une période d'essai en se disant mince. Comment ça va se passer, quoi. Voilà. Moi, j'avais pas prévu que ça allait aller aussi vite, en fait, à vrai dire. À mon âge, je pensais que je mettrais un petit peu plus de temps. Et puis, j'avais pas prévu de rentrer au Citral non plus, puisque ça a été un hasard. C'est pas un poste pour lequel j'ai postulé, c'est un poste pour lequel on est venu me chasser. Donc, voilà, les choses se sont rencontrées comme ça. C'est la vie. Et puis, on a fait avec. Ouais, effectivement, c'est fou parce qu'en fait, ça met une sorte de tension sur le rapport à l'employeur ou au travail, alors que fondamentalement, on ne maîtrise pas grand-chose dans cette histoire-là. Et en plus de ça, c'est pas tant d'absence que ça. Enfin, je veux dire, ramener à l'échelle d'une vie, c'est pas si long. Et c'est des enjeux très court terme qui mettent la pression sur cette période-là. C'est ça. Alors, du coup, c'était une grossesse particulière parce que je pense que le moment de ma vie où j'ai le plus travaillé en termes de masse de travail et d'heures passées, les deux, c'est cette période-là. C'est cette période de grossesse de janvier à juillet l'année dernière, avec le gros ventre au fur et à mesure.
mais plus à fond que jamais. D'ailleurs, c'est, je pense, la période de sa vie où mon grand m'a le moins vue en termes de temps passé. Après, le temps qu'on a passé ensemble était du temps de qualité, mais c'est vrai que j'étais moins disponible pendant cette période-là. Et peut-être aussi parce que je savais, quand on sait aussi qu'on va s'arrêter, après qu'on va avoir plus de temps, voilà, on a tendance un petit peu toujours à reporter à demain le temps passé en famille. Et puis, c'était moins culpabilisant pour moi vis-à-vis du temps familial. Et puis, c'était une vraie opportunité professionnelle où j'avais des millions de choses à découvrir, des millions de choses à apprendre. Et envie de montrer aussi ce que j'avais dans le ventre. Donc, et sans mauvais jeu de mots. Et du coup, en plus, j'avais quelque chose dans le ventre et il fallait, un peu comme quand on parlait tout à l'heure de cette histoire de pilote de chasse, un peu doublement approuvé, quoi. Ok, je suis enceinte, je vais pas être là, mais je vais vous montrer que vous vous êtes pas trompé quand même. Ah ouais. Le fait d'aborder cette deuxième maternité, 4 ans plus tard, est-ce que tu vis ta maternité différemment? Déjà, le deuxième, c'est toujours plus serein que le premier. Enfin, je sais pas, ça dépend peut-être comment ça s'est passé avec le premier aussi. Je pense que c'est différent pour tout le monde, mais il y a le côté, la nouveauté, elle est déjà moins importante. On sait un peu plus à quoi s'attendre, on a plus de recul, on sait que ce qui paraît interminable aura une fin. Donc voilà, c'est moins anxiogène et moi, ça m'a paru passer 1000 fois plus vite. Le début de la vie les premiers mois qui sont plutôt moins difficiles. Et c'est vrai qu'en plus, avec mon premier, ils étaient plutôt très difficiles parce qu'il a fait des coliques du nourrisson, et ça a été très difficile. Le deuxième, pas du tout, donc c'était plus simple. Après, la maternité par rapport au travail, oui, je la vis différemment parce que j'ai vu qu'il y a des évolutions, que mon évolution de carrière n'a pas été altérée par mes grossesses. Que parce que j'ai aussi une certaine assurance maintenant en moi-même. Je me sens plus solide. Je me sens pas en danger. Même si aujourd'hui, il faudrait peut-être que je me sente en danger parce qu'on est avec la crise qu'on va traverser, qu'on traverse, on est amenés tous à se remettre en question. Mais c'est un peu ce que je t'ai déjà dit, c'est que finalement, j'ai l'impression d'avoir pris beaucoup de claques dans ma carrière et puis dans ma vie, rencontrer des échecs, mais qu'à chaque fois, la somme de ces échecs, elle m'a vraiment fait grandir et elle m'a fait minimiser l'échec suivant, quoi. Et qu'à chaque fois, c'est plus facile que la fois d'avant parce qu'on sait qu'on a revu la lumière au bout du tunnel et que quoi qu'il se passe, il y aura toujours à nouveau de la lumière au bout du tunnel. Et justement, du point de vue de tes qualités, de tes ressorts personnels, pour toi, quels ont été les éléments déterminants pour dessiner ton parcours? Aujourd'hui, je sais le qualifier parce que j'ai compris qui j'étais. Il m'a fallu, ça a été juste avant le poste au Citral que j'ai réussi à le qualifier, plus parce que d'autres l'ont qualifié pour moi, m'ont donné ce retour-là. Je suis une femme de réseau. J'ai ça en moi. Je sais pas vraiment. Ça c'est pas vraiment appris, quoi. C'est plus. C'est presque inné, j'ai envie de dire. Je pense que c'est plus lié à l'éducation, certainement. Mais voilà, c'est aimer, aider les autres. Et du coup, être toujours en train de réfléchir, quand je parle avec quelqu'un qui me parle de son activité professionnelle, de quelle connexion ça génère dans mon cerveau par rapport à d'autres choses que je sais, que je connais, ou d'autres gens que je connais. Et mettre en œuvre ces connexions, du coup, c'est rendre service à la personne à qui on est en train de s'adresser ou qu'on est en train d'écouter. Et j'ai eu l'occasion il y a quelques années de me rendre compte que quand on est dans cet état d'esprit, dans cette démarche un peu au quotidien, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on va naturellement rencontrer des gens qui vont être dans les mêmes dispositions et un jour ou l'autre, il y a des choses qui vont nous revenir et nous aider. Et puis, quand on est dans un process, dans une organisation, on attend de moi de la créativité, pas forcément de moi, mais de savoir capter la créativité. Le fait de toujours être en train de mettre en relation des idées ou des gens dans ma tête, c'est ça la force que je peux apporter à mon poste aujourd'hui et qui marche pour pas mal de types de postes d'ailleurs.
Ah, c'est intéressant. Juste au passage, c'est vrai que j'ai lu beaucoup de choses sur le cerveau, notamment le cerveau des enfants. Ce dont tu me parles, ça me fait parler au mécanisme un peu du mind mapping. Et du coup, c'est un mécanisme qui est lié à l'utilisation de l'hémisphère droit. et c'est pas la majorité des gens qui fonctionnent comme ça. C'est intéressant, effectivement. J'ai toujours du mal à retenir les informations verbales. J'ai beaucoup besoin de visualiser, voire de manipuler. Donc ça, j'arrive bien à comprendre aussi avec mes enfants comment leur expliquer les choses et les méthodes pour que ça soit actif, en fait. Mais c'est passionnant. Oui. Il y a un thème qui est cher du coup dans ce podcast, c'est aussi la question des rôles modèles. Déjà petite, quel modèle ont représenté tes parents en fait, ta mère et ton père? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie et quelle inspiration ça t'a donné pour ta propre vie à toi? Alors mes parents qui sont aujourd'hui retraités, comme je vais en parler au passé, c'est pour que ça n'inquiète personne. Ma maman était institutrice et directrice d'école. Et mon papa, il a été quasiment toute sa carrière bras droit de chef d'entreprise de PME. Donc un peu le couteau suisse DRH DAF, directeur opérationnel, enfin voilà, de petites sociétés dans le domaine beaucoup de la musique et des instruments de musique. Et aussi d'autres domaines à certains moments. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup changé de poste, directeur commercial aussi, dans le couteau suisse, dans les outils du couteau suisse. Et donc, c'est quelqu'un qui a changé régulièrement de poste parce qu'il avait changé régulièrement d'entreprise, parce qu'en fait, il avait une relation privilégiée, fusionnelle avec le dirigeant de l'entreprise, sans être lui-même le dirigeant. Donc, il y a toujours un moment, je pense, où ça atteint sa limite. Mais du coup, qui émanait cette capacité de rebond, quoi, de passer de l'un à l'autre et avec une forte connotation commerciale dans son bagage. D'accord. Donc, deux côtés, un côté entrepreneur commercial, puis un côté fonction publique, servir les citoyens. Alors, c'est vrai que moi, ce que je trouve assez incroyable dans ton parcours, c'est que au bout du chemin, là aujourd'hui, dans le poste que tu occupes aujourd'hui, tu réussi à réunir ces deux aspects-là qui t'ont bercé dans ton enfance, en fait. Et les portaient peut-être inconsciemment toutes ces années. Et finalement, tu reviens à tes inspirations de jeunesse. Alors, j'y reviens et en même temps, est-ce que j'en ai jamais été loin parce que les bureaux d'études dans lesquels j'ai travaillé avant, c'est des bureaux d'études qui travaillent, que ce soit le gros cabinet ou le grand groupe ou la société plus familiale, c'est des bureaux d'études qui travaillent entre 50 et 80% pour de la collectivité publique ou l'État. Donc, indirectement, l'objet de notre travail, ça a toujours été le cadre de vie. Voilà, c'est avoir un impact, la valeur, le sens du travail au quotidien que je fais. Ça a un impact sur la vie des gens autour de moi et sur ma vie aussi. Et donc, en tant que citoyenne. Et donc, cette notion de service public, même si c'est travailler pour le privé, mais c'est quand même dans la finalité de quelque chose qui est de l'ordre du service public. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours porté là-dedans. Et je pense que c'est ça qui m'a plu et qui a fait que, quand je rigolais tout à l'heure sur le côté pilote de chasse ou pilote tout court, ou voilà, revoir ma feuille de route, c'était un peu ça. C'est que me rendre compte que finalement, avoir du sens à ce que je faisais au quotidien, ça me suffisait largement et j'avais plus besoin d'être Tom Cruise, quoi. Mais après, là où c'est vrai que c'est toi qui m'as fait prendre conscience. Je pense que je l'avais un peu, mais bien sûr que j'ai les deux côtés de mon père et de ma mère, le côté service public et puis le côté très
engagés entrepreneurs ou intrapreneurs en moi. Mais je n'avais pas forcément verbalisé que le côté réseau, justement, c'est aussi un mélange des deux. C'est-à-dire que mon papa est plus, bien qu'il ait été commercial, est plus réservé que moi, je pense. Et ma maman, elle, par contre, elle est plus volubile. Et c'est l'association des deux qui fait qu'il y a ce côté réseau, quoi, que je porte en moi. Au-delà de tes parents, plus par rapport à la dimension de la carrière des femmes, est-ce que tu as rencontré du coup des femmes qui t'ont inspiré, voire des hommes qui t'ont inspiré aussi sur la conciliation possible entre maternité et carrière? Alors les rôles modèles que j'ai eus, ils sont pas forcément tous sur la maternité, mais plus, je dirais, sur comment positionner soit la femme qu'on est, soit l'humain qu'on est dans le rôle professionnel. Il y a un rôle modèle très important pour moi qui a été une rencontre juste d'une heure. C'était dans le cadre d'un réseau de femmes cadres auquel m'a fait accéder le grand groupe dans lequel j'ai travaillé, où il y a une intervenante qui était venue un midi nous parler pendant 1 heure. Donc c'était une femme qui avait un poste de direction générale d'une grosse société. Et qui était venue nous parler en fait de la conciliation de sa vie pro et de sa vie perso. Et en même temps, ce que j'en ai retenu, c'était plutôt son positionnement humain dans l'entreprise. C'était pile à la période où je faisais partie du comité de pilotage dont on a parlé tout à l'heure, qui était confronté, ou plutôt pas confronté, j'aime pas ce mot, je trouve pas le bon mot depuis tout à l'heure, qui cohabitait en fait avec le comité de direction, et où je me sentais pas légitime, ou en tout cas je pouvais pas me projeter comme étant à la place de ces membres du CODIR, parce que pour moi ils étaient dans un rôle au quotidien, justement. Ils étaient obligés de jouer un rôle et ils ne pouvaient pas être eux-mêmes. Et ils attendaient surtout pas de moi que je sois moi-même. Et cette femme qui est venue intervenir et nous expliquer un certain nombre de choses, il y a 2 choses en particulier que j'ai retenues. C'était le fait que justement, elle mettait un point d'honneur à rester elle-même et à pas rentrer dans ce jeu de jouer un rôle au quotidien. Et que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on a peur de le faire, ça apporte plus que ça ne dessert. Parce que si ça déstabilise les autres et ça va à l'encontre de leurs attentes, a priori court terme, et bien in fine, ça apporte beaucoup à l'entreprise et ça finit toujours par pouvoir être reconnu. Voilà, donc ça c'était quand même une belle leçon, parce que vu le poste qu'elle avait, si elle était sincère, ça donnait quand même beaucoup d'espoir. Et la deuxième chose, c'est qu'elle nous parlait des réseaux, justement, du sens du mot réseau, de réseauter, de qu'est-ce que ça signifie, de comment ça se concilie avec une vie de femme. Et c'est elle qui a mis les mots que j'ai exprimés tout à l'heure sur le fait de le réseau, c'est simplement être capable de rendre service à quelqu'un, se mettre en situation de rendre service aux autres. Et à partir du moment où il y a même juste que 10 ou 20% des individus qui sont en situation de réseauter, qui se comportent comme ça, il se passe des choses formidables et ça finit toujours par revenir. C'est comme ça qu'il faut se positionner. Et ça m'a à la fois permis d'assumer le fait que j'étais comme ça et de poursuivre du coup encore plus les choses dans ce sens-là. Donc ça, c'était une rencontre importante, même si elle était brève. Et puis la deuxième peut-être rôle modèle important, c'est un manager que j'ai eu qui m'a suivi du grand groupe, c'est plutôt moi qui l'ai suivi du grand groupe vers la société familiale. Et ça, c'était un manager très inspirant, parce que c'est quelqu'un pour le coup qui est très différent de moi, qui est très discret,
Son adage, c'est pour vivre heureux, vivons cachés, ce qui ne marche pas très bien avec tout ce que je viens de décrire de ma personnalité. Mais pour autant, c'est un manager qui fait grandir les autres, qui donne beaucoup de confiance et qui mérite la confiance des gens qui travaillent pour lui. Et ça a été très précieux pour moi, ça m'a fait grandir et puis ça m'a appris aussi à me comporter comme ça avec les autres. Et c'est intéressant, je pense notamment à ce que tu disais sur les réseaux. Dans les livres ou dans les retours d'expérience, on lit beaucoup que le fait de réseauter, ça pose un problème aux femmes parce que c'est souvent sur des temps, par exemple, la bière après le travail, et du coup, c'est un temps qu'elles souhaitent réserver à leur vie familiale. Et du coup, elles ont cette sensation-là de ne pas pouvoir réseauter dans ces moments-là. Mais ce que tu dis, c'est que on peut tout aussi bien réseauter en étant simplement à l'écoute des gens qu'on rencontre et pas forcément empiéter sur des temps plus personnels. Oui, puis faut vraiment le voir de façon, en le voyant de façon très large. On s'interdit moins de faire des fois des connexions dans le monde privé, dans les gens qu'on rencontre dans la sphère privée, avec les activités professionnelles qu'on a, parce qu'on n'est pas en train d'essayer d'obtenir quelque chose de l'autre. Il y a ce côté-là, souvent les gens, on leur dit réseauter, ils imaginent qu'il y a plein de requins qui arrivent dans une pièce et tous pour essayer de voler quelque chose à l'autre, ou d'obtenir quelque chose de sa part. Alors que justement, ça peut être complètement le contraire, même s'il y en a qui sont comme ça, hein, et réseauter, c'est pas forcément dans un cadre particulier. Et effectivement, d'ailleurs, les hommes, dans l'imaginaire, c'est les hommes qui réseautent à des heures, le soir après le boulot. Mais en fait, c'est aussi dans leur quotidien. Enfin, ça devient une habitude et ça, c'est pas plus masculin que féminin. Ouais. Par contre, ce qui est important dans ce que tu disais sur le côté, le temps dédié à ça, oui, il y a peut-être une part non négligeable d'hommes qui vont plus facilement empiéter sur leur vie privée pour passer du temps un peu extra-professionnel avec le monde professionnel. Mais après, c'est là où ça devient important de mettre en place, pour celles qui le peuvent, des moments de respiration un peu spécifiques à notre univers féminin. Je pense pas te l'avoir dit, mais par exemple, parce que c'est assez récent, mais moi j'avais participé à des réseaux de femmes cadres et là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'opportunité de participer à la reproduction d'une chose un peu similaire. Donc un réseau de femmes dans le domaine de la mobilité, c'est un réseau parisien qu'on essaye sur le modèle duquel on reproduit quelque chose de similaire sur Lyon. Et l'idée, c'est pas de le réserver aux femmes, c'est juste d'apporter un peu plus de visibilité à des femmes qui parfois en ont moins. Mais ça permet entre nous de réseauter. Et effectivement, quand on va réfléchir les créneaux horaires ou les moments où on va le faire, tout ça, même notre travail pour organiser le réseau, il est fait en fonction de nos contraintes pro et perso, qui sont aussi dictées par notre vie de famille. Oui, c'est ça. Et le fait d'en faire un réseau féminin, en n'excluant pas les hommes, bien sûr, mais c'est simplement vous retrouvez peut-être plus facilement sur des créneaux du midi ou des créneaux, c'est ça, vous comprenez en fait, c'est ça. C'est ça. Après, pour l'organisation des choses, mais pour, par exemple, parce que là, on est quelques-unes à organiser, se dire on va faire un événement, comment on va le faire. Là, donc nos réunions, on va les faire effectivement plutôt entre midi et 2. Voilà. Par contre, l'événement en lui-même, je sais pas pourquoi, mais on l'organise ici pour qu'on ait un peu plus de temps aussi, parce que le temps de midi et 2, c'est quand même un temps limité. C'est quelque chose qu'on projette sur de la soirée plutôt. Mais après, ça peut être aussi mutualisé avec un moment particulier. Comme on est dans le domaine des transports, ça peut être à l'occasion d'un salon qui se passe au même moment, de choses comme ça qui permettent d'optimiser un peu
cette prise sur le temps privé. Mais après tout, moi je trouve ça plutôt bien aussi qu'en tant que femme, on puisse aussi sortir le soir pour des raisons professionnelles. Bien sûr. Ouais. Et ça part à l'autre. Et le fait de réseauter, est-ce que tu crois que y a une raison pour laquelle les femmes se l'interdisaient ou se l'interdisent plus que les hommes? Toi, qu'est-ce qui a changé entre avant et après, par exemple, cette rencontre avec cette directrice générale? Avant, je le faisais pour mon poste, c'est-à-dire pour les besoins de mon poste. C'est-à-dire que pour les enjeux commerciaux de mon poste de chef de projet, je trouvais ça légitime quand il y avait un salon ou un colloque ou quoi que ce soit, d'avoir un temps de réseautage à des fins commerciales pour l'entreprise pour laquelle je travaillais. Ce que ça a changé, c'est de considérer que c'était pas que pour ce poste-là, ça pouvait aller plus loin, ça pouvait aller pour moi-même, et ça pouvait être utile pour moi-même, et puis ça pouvait être utile pour mon entourage professionnel ou personnel. Donc voilà, quand on est dans ce mode-là, rendre service, au début, on est un peu focalisé par rapport au sujet de son poste, et puis là, ce que ça a ouvert en moi, c'est vraiment de le généraliser. Et du coup, je ne m'en suis pas rendu compte, mais je suis devenue quelqu'un qu'on connaît plus facilement. Enfin voilà, j'ai apporté une certaine notoriété. Je me suis apporté une certaine notoriété, mais sans le vouloir. Et puis, une fois que c'est fait, sans culpabilité non plus. Parce que c'est pas ce que j'ai cherché. Ce que j'ai cherché, c'est à aider des gens. Et il se trouve que quand j'ai besoin d'un coup de main, il y a aussi des gens qui sont là pour moi. Donc, c'est très bien. Et toi, justement, si tu devais t'adresser aux plus jeunes générations, notamment aux jeunes femmes qui souhaitent évoluer dans leur carrière, quel message tu ferais passer? De ne pas avoir peur de rester soi-même, même si c'est souvent on nous envoie souvent des messages contraires à ça, mais je pense que c'est important de savoir rester soi-même et de pas s'interdire de se projeter dans une réussite, dans un poste, dans une évolution, qu'il y a de la place pour nous et que le premier frein qu'on rencontre, je trouve, en tant que femme, c'est souvent ce qu'on s'empêche nous-mêmes de faire. On a parfois besoin du coup de pied aux fesses d'un manager ou d'une manageuse ou d'une collègue pour franchir le pas. Moi, ça m'est arrivé d'appeler une collègue pour lui dire, quand on était dans cette situation-là de comité de pilotage où on avait projeté une nouvelle organisation et tout ça, on réfléchissait aussi à qui pouvait bien caler sur le poste. Et on voyait bien qu'il y avait des gens qui allaient s'interdire de se challenger sur un poste alors que c'était peut-être eux les mieux placés. Et je me souviens d'avoir pris mon téléphone et d'avoir appelé une collègue en lui disant mais t'as conscience que ça pourrait être toi? Mais t'es malade. Non, mais je t'assure, il y a beaucoup de gens qui le pensent. Et elle a eu ce poste et elle le méritait largement. Mais je pense que si on n'avait pas été dans cette situation-là, ce serait interdit et elle n'aurait jamais eu. Donc oui, faut pas se brider soi-même, quoi. C'est le plus important. Ouais, c'est un super conseil. Ça me fait penser justement à une interview que j'avais entendue de l'ancienne directrice de PayPal qui disait justement ça, que la première chose à faire pour obtenir le poste qu'on souhaite, c'est de le demander. Et du coup, tu vois, ça me plaît parce que ça me donne envie de rebondir là-dessus. Parce que dans le rôle modèle dont j'ai parlé tout à l'heure, on a dit beaucoup de choses, cette femme, en 1 heure, mais c'était que justement, les hommes, en réseautant, souvent, ils obtenaient ce que nous, on n'obtient pas, à savoir, quand un poste se crée, souvent, il n'y a pas un recrutement. À partir d'un certain niveau, le poste, il se crée parce qu'au moment où il se crée, on pense à quelqu'un à y mettre.
Et donc, le fait de réseauter fait qu'on est déjà positionné, on est déjà dans la tête des décideurs qui, au moment où ils vont créer un poste, pensent à nous. Et ce qui fait que si les femmes réseautent moins, elles se retrouvent moins positionnées parce qu'on pense moins à elles, parce qu'elles sont moins dans le viseur. Le viseur de leur décideur. Et du coup, ce qu'elle disait qui était important dans le fait de réseauter, c'était ça. C'était de aussi être capable d'exprimer dans les échanges informels qu'on a quand on est en train de réseauter ses envies, ses aspirations. Et voilà, ça, le fait de l'exprimer, le fait que ça se dise, que ça s'échange autour de nous, ça fait que un jour, il y a quelqu'un qui décroche son téléphone et qui dit voilà, il y a tel poste, on s'est demandé si ça pourrait pas t'intéresser, sans que ce soit du tout cuit. Moi, par exemple, j'ai été chassée par un cabinet et ensuite, il y a eu des entretiens et voilà, c'était pas le poste, il est pour toi. Mais s'il m'avait pas appelé, j'aurais pas regardé l'annonce et j'aurais pas répondu, quoi. Ouais, complètement. Non, mais je pense que c'est un message important à faire passer. Et en même temps, c'est un message qui nous oblige, j'espère peut-être moins pour la jeune génération, mais qui nous oblige à aller à l'encontre de ce que la société nous a appris ou ce qu'on nous a appris, qu'on attendait de nous, quoi. D'être un peu plus en retrait parce que voilà, une femme qui exprime ses aspirations, c'est une femme ambitieuse et qu'une femme ambitieuse, ça a une connotation péjorative par rapport à un homme ambitieux. Et oui, mais pour autant, on s'en fiche de l'image qu'on donne si c'est ça, quoi. Il faut y aller. Tant pis, ils verront sur le fond plus tard que c'était pas le bon qualificatif. C'est ça. Et puis ça, c'est valable dans le monde d'hier et on essaie de construire le monde de demain. Donc, Ouais, puis alors là, en plus, maintenant, comme tout le monde est en train de construire le monde de demain, on est sauvés. Alors, justement, avec cette période un peu particulière qu'on traverse, à un niveau plus personnel, est-ce que tu ressens que le confinement te fait voir les choses de façon un peu différente dans ton mode de vie, dans la place de la famille, la place du travail? Alors, un petit peu parce que je suis pas une adepte du télétravail au départ, parce que je fais partie des gens qui sont facilement déconcentrés de leurs tâches par leur environnement direct, et j'ai besoin d'un cadre pour travailler. Ce qui n'est pas antinomique, mais voilà, comme j'ai encore un enfant petit et que sur la grossesse précédente, c'était encore plus flagrant parce que tout était nouveau, j'avais vraiment l'impression que chaque jour, j'allais travailler en laissant la maison sans dessus-dessous et que s'il avait fallu rester au lieu de partir travailler, il allait être difficile de commencer à travailler sans avoir effectué un certain nombre de tâches de la maison qui allait me retarder dans mon travail, voire complètement me déconcentrer. Donc, c'est pour ça que quand j'étais sur mon poste précédent, j'avais demandé tout de suite s'il était possible d'avoir un espace de coworking pour ne pas faire de télétravail. Parce que pour moi, c'était important de dissocier les deux. Donc là, le fait de m'obliger à faire du télétravail dans cette situation et surtout d'en faire avec un volume conséquent, parce que maintenant que j'ai un peu plus de recul, je me sentais de télétravailler un jour par semaine, peut-être même 2 jours par semaine de temps en temps, pour d'autres raisons. Mais là, voilà, on se projette on est dedans, on le fait, et on se rend compte que il y a une petite phase compliquée, mais là, maintenant que ça fait plus d'1 mois qu'on est dedans, il y a des routines aussi qui s'installent, une organisation, et c'est pas mal, ouais. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que c'est le choc qui aura facilité après le changement d'attitude de ma part. C'est-à-dire que dès que ce sera opportun de télétravailler, je le ferai sans me poser plus que ça la question. Et puis ces journées de télétravail, j'ai découvert aussi qu'elles pouvaient permettre une bonne flexibilité d'organisation vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire qu'on peut aussi, un peu comme on en parlait tout à l'heure sur l'espace de coworking, travailler 2 heures, s'arrêter 1 heure, retravailler 3 heures. Voilà, il y a des respirations que j'avais du mal à m'imaginer, à me projeter là-dedans avant, sur lesquelles aujourd'hui
je fonctionne mieux. Après, il va falloir quand même déconfiner nos enfants, parce que sinon, ça va pas être possible. Concrètement, voilà, avec un enfant de 4 ans et un enfant de 8 mois et un conjoint qui télétravaille aussi, on peut pas être à 100% en ce moment, sauf en travaillant la nuit, quoi. C'est ça. C'est sûr que c'est du challenge. Mais en tout cas, tu sens que ça crée plus d'occasions de temps de qualité avec tes fils. Oui, parce que le fait de devoir remplacer l'école ou la crèche sur un temps long, pas juste sur des vacances scolaires ou des vacances en famille, c'est du coup s'impliquer plus dans le côté éducatif. Peut-être que voilà, il y avait des choses, ça me dérangeait pas trop de les sous-traiter à l'éducation nationale ou à la crèche de qualité où sont mes enfants. Mais et puis du coup le week-end je pouvais me concentrer sur d'autres choses. Là c'est aussi sympa de le faire, c'est-à-dire que c'est pas mon métier, donc il y a un côté un peu fastidieux, et en même temps voir progresser mon fils, ça me fait plaisir aussi. Ouais, complètement. Et puis lui faire découvrir des choses, passer du temps à faire d'autres choses. Enfin, voilà, oui, c'est beaucoup de temps et ça va être un petit peu difficile, je pense. Honnêtement, autant pour peut-être un peu moins pour moi que pour lui. Je parle du grand parce que bon, pour le petit c'est un peu différent, mais pour les enfants ça va être difficile. Pour moi, ça va l'être un petit peu aussi parce que on va renoncer aussi à ce temps passé ensemble. Au moins pour partie. Et du coup, le mot de la fin, c'est de savoir ce que la maternité a changé pour toi. La maternité, elle a changé mon emploi du temps, ma quantité de sommeil. Et puis clairement les priorités. Aujourd'hui, j'ai une pleine conscience que la première priorité dans ma vie, c'est eux plus que mon travail. Et ça me permet aussi de tenir quand il y a des difficultés professionnelles. Parce que c'est voilà, comme on dit, on a 3 pieds par terre. Il ne faut pas en casser un des 3, sinon on commence à être en équilibre. C'est exactement ça. C'est un des piliers de ma vie. Et le pilier du travail, il est important. Mais ça restera toujours accessoire par rapport à eux. Donc ça c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Et puis ça m'a donné de l'assurance aussi. Je pense que de l'assurance et puis une meilleure qualité des relations humaines. Parce que je pense que je projetais parfois sur les gens avec qui je travaillais un côté très maternel. Je dis pas que je le fais plus, mais je suis pas dans la confusion. Je sais qui sont mes enfants et qui sont mes collègues. Voilà. Ce qui était peut-être moins le cas avant. Et puis, oui, d'un point de vue assurance, c'est beaucoup de remise en question d'être parent. Et en même temps, on est là pour eux, on est là pour les faire avancer. Et eux, ils en doutent jamais. Et du coup, ça nous donne beaucoup de force, quoi. Ouais, c'est super. Merci pour ton témoignage. Merci à toi. Et puis, du coup, je te souhaite une bonne fin de confinement et un bon confinement. Ça va te faire du travail. Oui. Je te souhaite une bonne fin de confinement à toi aussi. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le partager autour de vous et mettre 5 étoiles sur iTunes ou votre plateforme d'écoute. Le prochain épisode sera diffusé lundi prochain. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine en famille. Au revoir.